Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Je remercie le MAM de m'accueillir ici et je vous remercie d'être venu. Je me présente, donc je m'appelle Michel Philippot, comme Madame vient de le dire, et très brièvement, je vous apporte la légitimité à parler ce soir sur les problèmes que les agences françaises ont pu traverser, parce que j'ai été moi-même photographe pendant pas mal de temps, jusqu'en 1990 à peu près, et exercé le métier de grand reporter à l'agence Sigma. Ensuite, ayant passablement très bien vécu ce métier de photoreporter, mais un métier très fatigant, j'ai arrêté, je suis passé de l'autre côté, derrière un bureau, comme rédacteur en chef de l'agence Gamma. Et ensuite, j'ai dirigé en France, à Paris, dans différents journaux, j'ai dirigé les services photo. Et pour terminer, dans un journal qui s'appelle Le Monde, je me suis occupé pendant 10 ans du Monde 2 au service photo. L'exposé que je vous propose maintenant, je vais commencer par faire un petit historique général sur la presse française qui est particulièrement liée à la photographie. Son évolution, parce que la photographie s'est introduite dans la presse à la fois en support des textes, je veux dire la manière dont l'évolution de la presse avec la photographie. Alors d'une manière générale, la presse a évolué en même temps que la démocratie a évolué. Vers le milieu du XIXe siècle, la lecture du journal est quasiment familière à toutes les classes sociales. Cela va avec évidemment l'industrialisation, la vitesse de l'information peut se transformer, c'est le début des réseaux télégraphiques, le chemin de fer, l'instruction monte. La presse n'existe à cette époque-là quasiment que sous la forme du quotidien. Dans ces quotidiens, il faut remarquer 3 choses. Ces quotidiens possèdent le monopole de l'information. Ils expriment aussi des opinions politiques, des interprétations de la société. Il y a aussi une autre chose très importante, c'est qu'il y a une vulgarisation des connaissances. Vers les années 1880, grâce au progrès technique, il y a l'industrie de la photographie va s'introduire dans les journaux. Il y a comme un sentiment, le public, les lecteurs ont besoin de voir, et en France par exemple, ils ont besoin d'illustrations, ils ont besoin de voir, et en France il y a 4 quotidiens qui bataillent autour de l'illustration, et qui sont l'illustration photographique, j'entends. Il y a le Petit Journal, le Journal, le Petit Parisien et le Matin. Pour vous donner un exemple, l'ampleur des tirages de ces quotidiens, à l'époque, la France n'avait pas 65 millions d'habitants, je ne sais pas combien il y en avait, mais ça devait être aux alentours de 30-35 millions d'habitants, même certainement moins, de 1880 à 1908. Voilà, donc la photographie fait vendre. Donc elle fait vendre dans ce sens où il y a la concurrence. Comme il y a de la concurrence entre les journaux, celui qui aura les meilleures photos, je ne sais pas ce qu'étaient les meilleures photos à l'époque, mais on peut considérer les plus représentatives, je ne peux pas vous dire, je n'étais pas encore né. Mais pour arriver, le problème à l'époque de la photographie, pour être introduite dans les quotidiens, c'est le problème de temps. Au point de vue technique, la technique de la photographie était très lente, et d'autre part, après, il fallait apporter le matériel, et ensuite l'imprimer. Il fallait donc avoir les événements qui étaient photographiés, étaient des événements qui duraient dans la longueur. Et en France, de toute façon, il y a une petite tendance naturelle, et peut-être plus maintenant, mais toujours ça se sent, c'est que le public préfère, le public, disons, averti,
préfèrent l'écriture à l'image en France. Ce qui n'est absolument pas du tout. Je pense que ça tient à une position philosophique, et ce qui n'est absolument pas du tout le cas, par exemple, dans les pays anglo-saxons. Excusez-moi de parler un peu, non pas de philosophie, parce que je pense dans le système de pensée anglo-saxon, la photo peut faire éventuellement preuve. Or, la photo n'est pas une preuve. Bon, il y a des problèmes des progrès, techniques, et la photogravure va intégrer la photo d'une manière beaucoup plus facile dans les journaux. Et à cette époque-là, vers, juste avant la Première Guerre mondiale, il y a la notion, la profession de photo-reporter existe. C'est une profession, photo-reporter. C'est une période où la presse va se diversifier. Il va y avoir l'apparition, les quotidiens existent toujours, et l'apparition de magazines qui, eux, vont utiliser énormément la photographie. C'est un deuxième marché qui va permettre à de nombreux nouveaux photographes qui arrivent dans le métier à pouvoir vivre. Ça devient, c'est ce que je disais un peu auparavant, c'est un véritable métier, photographe de presse. Bon, cette presse, pas seulement photographique, à partir des années 30, va perdre va perdre beaucoup de son monopole d'information, va perdre par la radio. L'arrivée de la radio dans les années 30 va faire perdre le monopole d'information au quotidien. Et cette information va être évidemment, avec l'arrivée de la télévision et ensuite de l'Internet, ça va être encore pire. Voilà pour ce bref historique. J'espère que ça ne vous a pas endormi complètement. On va revenir aux trois agences qu'on citait et se demander les trois agences qui étaient Gamma, Sigma, Sipa. Et je vais demander pourquoi la France a été le berceau de ces trois agences qui ont eu jusqu'à près de 70% du marché mondial de la photo. Alors, la première agence qui a été créée, c'est l'agence Gamma. Je vais raconter l'histoire de l'agence Gamma parce que c'est la première qui a été créée selon un modèle spécifique. Ensuite, les deux autres, Sigma, qui sera une scission de Gamma, et procédera exactement de la même manière, ainsi que Sipa. Voilà, alors pourquoi la France? Eh bien, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur est la situation géographique de la France. La France se trouve absolument au milieu, je ne veux pas dire au milieu du monde, c'est un peu prétentieux, mais pas du tout, c'est simplement pour parcourir des distances. Vous êtes à égale distance des États-Unis, enfin de New York pour aller en Amérique du Sud, pour aller en Afrique, pour aller en Asie. Ça sera très important ensuite pour la redistribution des photos dans le monde entier. Et je veux dire, cette position centrale est tout à fait importante. Évidemment, bon, comme il y a quelques aéroports en France, il n'y a pas de problème. La deuxième raison est une raison historique. C'est-à-dire, dans les années 30, Paris est véritablement la capitale de la photographie. Les journaux font appel de plus en plus à la photo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et il y a en même temps une opportunité économique qui fait qu'il y a une baisse du papier. Et il y a donc, il y a une baisse de papier dans les années 30 et on va augmenter la pagination des journaux. Ce qui apparaît comme, c'est pas anecdotique, on pourra mettre plus de photos. Il y a aussi un autre phénomène historique qui fait que la France va concentrer un nombre de photographes d'une très grande qualité. C'est la montée de l'antisémitisme, la montée du nazisme, qui fait venir de nombreux juifs en France. Alors les noms sont connus, hein, je veux dire, il y a Capa, bien sûr, enfin quand je dis bien sûr. Il y a Alex Garay, qui est beaucoup plus discret, qui est un monsieur, c'est une famille d'ailleurs, les Garay, qui viennent de Hongrie aussi, et qui ont monté le réseau Keston. Ils ont monté Keston à Londres, Keston en France, et ensuite Keston aux États-Unis.
Il y a Pierre Gassman qui sera le très célèbre, qui montrera le très célèbre pas studio, le très célèbre Picto, qui développera les photos de Capa de Henri Cartier-Bresson, qui sera le plus grand studio de Paris et qui existe toujours, Pierre Gassman. Et il y a le célèbre photographe Kertész, Brassailles, voilà, bon. C'est aussi le début, ça va être, mais ça on va en reparler peut-être, non, on en parle maintenant, je veux dire, ça va être le début de la guerre d'Espagne, où de nombreux photographes vont s'engager. Évidemment, vous connaissez Robert Capa et Gerda Taro, qui était sa compagne, et qui est morte d'ailleurs durant la guerre d'Espagne. Les journaux, pendant la guerre d'Espagne, les journaux sont énormément demandeurs. Il y a le journal Vue, qui est un journal hebdomadaire qui va durer de 1928 à 1940, et Regard, 32-39. Les années de la guerre d'Espagne, ça va être comme une espèce d'âge d'or. Il y a de plus en plus de photographes et il y a de plus en plus d'agences. La demande des journaux est telle en photographie que les agences décident d'augmenter leurs tarifs de 25%. Mais évidemment, ces 25% ne vont, quand je dis évidemment, c'est comme d'habitude, les producteurs ne sont jamais les bénéficiaires des bénéfices, ils ne les touchent pas. Et les photographes ne touchent pas ces 25%, et ça c'est quelque chose de très important qui fera partie des revendications, et ce qui est une situation tout à fait insupportable pour les photographes, parce que la demande est de plus en plus importante, et que la photographie est maintenant un élément absolument indispensable dans l'information. Techniquement, excusez-moi, tout ce discours peut vous sembler un petit peu confus, mais c'est une montée, je veux dire, pour arriver à Gamma en 66, je veux dire, c'est une montée lente et d'événements qui sont, bah oui, c'est historique, excusez. Techniquement aussi, il y a des grands changements. Il y a l'apparition du Leica, qui n'est pas rien, puisque c'est un petit appareil 24-36. Il y a aussi le Rolleiflex 6.6. Ça, c'est pour le côté européen. Les Américains utilisent encore la Speed Graphic, qui est une petite chambre avec une poignée transportable, qui n'est pas très pratique. Mais je crois qu'ici, en Russie, enfin, c'était l'Union soviétique à l'époque, il y avait un appareil qui a plus ou moins copié le Leica, qui s'appelait le Zorki. Le Leica va permettre à de nombreux photographes puisque vu sa petitesse, sa précision et la qualité de ses optiques, vont pouvoir se promener partout et ramener des films, des documents. Et les grands pionniers du Leica, c'était évidemment Capa. Il y a, comment il s'appelle, Henri Cartier-Bresson et Salomon, qui était un photographe allemand qui était absolument génial. Bon, la photo monte en importance dans tous les journaux, et là, en même temps, les tensions internationales, je veux dire, ça fait que de nombreux photographes vont se déplacer, et la photo sera utilisée, la photo continue à montrer. Et au début de la guerre, je veux dire, au début de la déclaration de la guerre, se trouvent à Paris plus de 40 agences photographiques. Et évidemment, à l'arrivée des nazis en France, toutes ces agences, un certain nombre d'agences vont fermer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en avait de nombreuses qui étaient tenues par des juifs. Ils ont eu raison de partir. Et ce seront des collaborateurs qui seront à la tête de quelques agences qui vont rester ouvertes. Alors, il y a une réaction, bon, on passe le moment de la guerre en France, la photographie a continué à exister par l'intermédiaire de ses collaborateurs et d'autres, beaucoup de photos furent prises pendant la collaboration, évidemment, en but de la propagande, bien évidemment. À la Libération en 1945, les photographes réagissent contre ce que j'ai nommé tout à l'heure, c'est-à-dire les mauvaises rétributions et la non-signature des photographies. Et en mai 1945, c'est la création de la célèbre agence Magnum.
par 4 photographes, Henri Cartier-Bresson, Capa, toujours lui, Roger et David Seymour, et qui rejoignent, bizarrement, tout à l'heure je vous ai parlé de Pierre Gassman, qui tenait le laboratoire Pictot, et Pictot qui sera le premier à développer les films de l'agence Magnum. Au sujet de Pierre Gassman, je me permets de faire une petite anecdote. Ce monsieur est devenu, il voulait être photographe, mais il s'est rendu compte, avec tous ses copains de Magnum, là, et Pierre Gassman est devenu, il s'est mis au laboratoire parce que ses parents, parce qu'il avait une idée de ce que c'était, ses parents étaient médecins, pneumologues, et le petit Gassman développait dans la baignoire les radiographies, tout ça se passe dans les années 30. Et de là, après la radiographie pulmonaire, il est passé à la photographie. Bon, je reviens à Magnum. Alors, donc, ces photographes de Magnum veulent un contrôle absolument total de ce que va devenir leur photo. C'est-à-dire, on ne recadre pas une photo, on voit dans quel journal ça va aller, c'est contrôle de la photo et juste rétribution. C'est ce qu'on va appeler en français les droits d'auteur ou alors le copyright. Ça, c'est la première agence qui va être créée tout de suite en 1945. Il y en a une deuxième qui existait déjà avant-guerre, qui s'appelle RAFO, et qui va renaître grâce à un monsieur qui s'appelle... Non, vas-y. Une deuxième agence, dirigée par monsieur Grosset, mais ça, bon, c'est pas important. Et c'est une agence qui, elle, va travailler à la commission, c'est-à-dire que les photographes auront un pourcentage de la photo vendue. Et les photographes sont entièrement libres de faire ce qu'ils voulaient. Et c'est une agence quand même assez importante, si je cite les noms de Robert Doisneau, bien connu, de Willy Reneis ou de Gisèle Freud. Ces 2 agences existent et il y a 3 autres agences d'actualité. Apis, je les cite de nom comme ça, il y a 3 autres agences, Apis, Dalmas, les Reporters Associés. Ces 3 agences fonctionnent à l'ancienne, c'est-à-dire que les photographes ne sont pas bien rétribués et abandonnent tous leurs droits. Je vous dis ça, c'est pas pour aligner des noms, c'est simplement pour dire les conditions dans lesquelles va naître Gamma. Et en 1962, il y a une association de photographes qui se crée, je vous donne pas le nom, ça n'a pas beaucoup d'importance, qui lutte pour la reconnaissance du métier en 62. Et à la tête de cette association, il y a un monsieur qui s'appelle Enroth, qu'on va retrouver à la naissance de Gamma. Alors on passe de 1962 à 1966, novembre 66, la naissance de l'agence Gamma. Alors autour de cet homme, Enroth, il y a d'autres photographes qui vont venir parce qu'ils en ont marre, ils en ont assez. Au lieu de se plaindre, ils ont décidé de se prendre en charge eux-mêmes. Ils viennent tous des agences que j'ai précitées tout à l'heure. Alors parmi les 4, je vais vous citer les noms, il y en a un que vous pouvez retenir quand même, c'est Raymond Depardon, certains d'entre vous doivent le connaître. Il y a Léonard de Rémy, Feu de Léonard, Hugues Vassal et Hubert Enroth. Alors, ils sont répartis, Enroth va s'occuper de la gestion, et les autres du people et du reportage. Depardon, évidemment, ira vers le reportage. La structure même de cette agence, au départ, ils se partagent, c'est une direction à 4 personnes. Hein. Ils s'installent à côté des Champs-Élysées, c'est à côté de Paris Match. Paris Match avait c'était très important pour l'époque, avait ses bureaux sur les Champs-Élysées. Ça marche assez rapidement grâce aux people. Les deux photographes qui venaient de là étaient très très forts, les 2 photographes vont vendre beaucoup plus que Depardon parce que le reportage est plus difficile à mettre en place et c'est bien logique. Mais la structure même de Gamma va décoller très rapidement. Et ils vont trouver ce qu'on appelle un vendeur. Il y aura un homme qui s'appelle Jean Monteux, enfin, encore un nom, excusez-moi. Et ils trouveront un vendeur qui, lui, prendra les reportages que feront les photographes et
ira les porter dans les différents journaux. Et c'est un système qui va fonctionner comme ça. Et c'est toujours, le système est en place. Toutes les photos portent le nom du photographe et le nom de l'agence. Ça, c'est le premier principe. Et le deuxième principe, c'est que les coûts et les recettes sont partagés par l'agence et les photographes. C'est-à-dire, s'il y a un billet d'avion à prendre, le billet d'avion sera partagé en deux, à la fois par le photographe, par l'agence. La même chose pour les pellicules. Non, les pellicules sont achetées par le photographe, qui en gardera toujours la propriété. Et puis, comme cette agence fonctionne très très bien, ça rend les gens heureux, les photos sont signées, ils gagnent plutôt bien leur vie, eh bien, il faut agrandir l'agence. Raymond Depardon avait repéré un photographe qui s'appelle Gilles Caron. Gilles Caron restera sans aucun doute un des plus grands photojournalistes français. Je veux dire, c'est une espèce de capa, c'est un grand génie de la photographie news qui disparaîtra, hélas, au Cambodge. Il y a aussi de nouveaux photographes. Alors, on peut peut-être passer une photo de Gilles Caron. Ça, c'est une photo que vous avez à l'écran, c'est une photo de Gilles Caron qui a été prise pendant la guerre des 6 jours, qui photographie, dont on voit sur la photo un soldat israélien au bord du canal de Suez. Ça, c'est encore une photo de Gilles Caron. Oui, c'est au Biafra, c'est le Nigeria. Le Biafra étant une province sécessionniste du Nigeria. Et ça avait été une guerre absolument épouvantable où avait régné au Biafra une très très grande famine. Et les photos de Gilles, entre autres, de Gilles Caron, furent des photos qui ont ému profondément l'opinion internationale. Et faut noter au même moment, il y a l'apparition de MSF, Médecins sans frontières. MSF est né au Biafra à l'occasion de la guerre du Biafra. Et cette organisation a toujours, MSF, comme les autres organisations humanitaires, ont toujours beaucoup travaillé avec les photographes et continuent à le faire. Ça, c'est encore une photo de Gilles Caron, il y a 50 ans exactement. C'est le début du joli mois de mai que nous avons traversé en 68. Voilà. Et c'est une très très célèbre photo. Je ne sais pas si vous connaissez Cohn-Bendit. Enfin bon, c'est... Ah ben là, c'est une photo comment il s'appelle, de Depardon. Très célèbre photo aussi. Oui, un maître du cadrage. J'espère que vous pouvez analyser, voir les signes, pourquoi cette photo a quelque chose d'extraordinaire. J'ai oublié de vous demander si jamais vous voulez me poser des questions. C'est Nixon. Richard. Ben, c'était à l'occasion, je me souviens plus exactement pourquoi, comme les présidents américains ne cessent de se déplacer. Évidemment, les États-Unis, c'est la campagne électorale. Mais c'est vrai que les présidents américains, de la grandeur du territoire, ne cessent de se promener. Alors, il y a toujours un drapeau américain de toutes les façons, et un président qui lève les bras. Mais avoir les deux en même temps, c'est pas toujours... Mais... J'en reviens à peu près à la structure même des agences qui firent le succès de ces agences. Il va y avoir dans la structure, je parlais du vendeur, il va y avoir un rédacteur en chef news et la constitution d'une manière très sérieuse d'archives. Alors je reviens au rédacteur en chef news, ça va être quelque chose de très important. Celui de Gamma, qui s'appelle Floris de Bonneville, vous pouvez l'oublier, va imposer aux photographes d'apporter des légendes très très précises. Parce que une légende, une photographie sans légende, c'est quelque chose d'absolument... Vous pouvez la transformer, vous pouvez lui faire dire ce qu'elle ne veut pas dire. Lorsque les reportages, il y aura toujours, au-delà même de ces légendes, il y aura toujours un texte qui permettra aux clients, aux journaux, de pouvoir exploiter au mieux. La position du rédacteur en chef est très importante. Je le sais, je le fus. Mais c'est un travail absolument extraordinaire qui nous oblige à la lecture de quasiment tous les journaux.
c'est un peu beaucoup, mais d'énormément de journaux, c'est minimum 10 à 15 journaux par jour. Les journaux étant, à cette époque-là, la seule source d'information. Par exemple, Floris de Bonneville, la seule rédacteur en chef, a découvert le Biafra, c'était un entrefilet dans le monde. Là, pourquoi c'était important? C'est parce que si l'autre, le concurrent n'a pas vu, bon, ben c'est le premier arrivé, hein. Je veux dire, le premier qui est arrivé au Biafra, mais il a gagné, quoi. Il y a une concurrence entre tout le monde. Je suis désolé, mais je vais me citer deux fois. Il y avait dans les années 70, fin 70, il se passait beaucoup de choses en Afghanistan. Hein, il y avait eu le roi avait été renversé, il y avait eu 3 coups d'État successifs. Je ne savais pas que l'armée soviétique allait intervenir le 27 décembre 79, mais j'étais absolument incapable de le prévoir, je ne le prévoyais même pas. Mais à tout hasard, j'avais pris un visa pour l'Afghanistan. Et ainsi, quand l'armée soviétique a envahi l'Afghanistan, je suis arrivé le 1er janvier via Moscou à Kaboul. De la lecture des journaux et de s'imprégner, j'ai aussi une autre qui me concerne aussi, c'est aussi un tout petit article dans Le Monde, oui, comme quoi il y avait un député de Sa Majesté, la reine d'Angleterre, un député irlandais qui faisait la grève de la faim en Irlande. Et on ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer. 2 jours après, il y avait des émeutes dans toute l'Irlande du Nord. Et alors c'est magnifique quand c'est comme ça pour un photographe. J'étais le seul, on peut travailler, et c'était absolument génial. Bon, là je raconte des coups que j'ai réussi, je ne raconterai pas ceux que j'ai ratés. Ah, ça c'est une photo qui date aussi de 68. C'est une photo de feu mon ami Henri Bureau. Le général de Gaulle avait disparu pendant 3 jours. On ne savait pas où il était, et finalement, il était parti en Allemagne. C'était en 68, ça. Hein. Henri Bureau, le photographe, passe tout à fait par hasard à côté de l'héliport de Paris. Il est monté sur le toit de sa voiture et a fait cette photo qui est, pour les Français, qui est une photo historique parce que De Gaulle était parti chercher l'appui de l'armée française en Allemagne. Alors, il y a donc cette agence maintenant avec de nombreux photographes, je ne vais pas vous citer les noms, mais ils sont très très connus par tout le monde. Ce sont des photographes qui viennent de différents, qui sont un peu, on peut à peu près tout faire. C'est-à-dire on peut faire une sortie officielle, comme de se retrouver sur un terrain de guerre. On sommes très polyvalents. Tous ont plus ou moins une spécialité. Ceux qui font vraiment du people, du rendez-vous de vedettes, ne font que ça. On ne va pas les envoyer en Afghanistan ou au Salvador. Et alors, pour Gamma, c'est un grand succès. Il y a de nombreux photographes. Il y a le staff comporte à peu près, le staff de photographes comporte une petite quinzaine de photographes. Il y a partout, quasiment partout dans le monde, il y a un photographe de Gamma qui a l'œil derrière son appareil photo. L'actualité est très riche et tous les journaux européens sont très intéressés, les Américains aussi. Les Américains qui seront des journaux très intéressés, les principaux, c'est Time, Newsweek et US News Report. Il y a aussi les Allemands, avec Stern, Bunte. Il y a aussi les Anglais avec le Sunday Times Magazine. Et évidemment, en France, il y a tous les journaux. C'était une période absolument extraordinaire en France où il y avait énormément de journaux, des hebdomadaires qui étaient des croqueurs de photos absolument extraordinaires. Ça, c'est aussi une photo d'Henri Bureau au Vietnam. Vous racontez les détails précis, mais enfin, on comprend à peu près ce qui s'y passe. Ah, ça, c'est une photo absolument horrible. C'est une photo horrible qui a posé beaucoup de problèmes aux 2 photographes. Il y avait 2 photographes sur place. Il y avait Laurent et Simon Pietri. Christian Simon Pietri après était persuadé que la présence des photographes ont fait que l'action
ont induit l'action, que si les photographes n'avaient pas été là, ils ne les auraient pas transpercés comme ça à la baïonnette. Et c'est que Laurent a reçu le prix Pulitzer, et Laurent travaillait à AP, Associated Press à l'époque, et Christian Simon-Pietri, lui, travaillait pour Gamma. Que je n'ai pas précisé où ça se trouve, c'était au moment de la scission du Bangladesh avec il y avait deux Pakistans, la Grande-Bretagne, l'Inde. Il y a eu deux Pakistans. Il y avait un Pakistan occidental et un Pakistan oriental. Une géniale idée des Anglais, comme ça. Donc Gamma est un très 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 grand succès international. Comme toujours en France, quand les choses marchent bien, il faut que ça s'arrête. Donc il y a une scission de Gamma. Il y a une partie des photographes de Gamma qui vont parler avec le monsieur dont je vous ai parlé avant, qui s'appelle Hubert Enroth, qui va partir avec les deux derniers photographes là qu'on a vus, dont il y a Bureau, Simon-Pietri, puis beaucoup d'autres, et beaucoup d'autres photographes. Et ils vont partir avec leurs archives, les Gamma, ils vont créer une nouvelle agence qui là ne fonctionnera pas. Hubert Enroth, le patron, aura 51%, et puis il va développer Sigma, qui va devenir la plus grosse agence on peut dire même mondiale, qui sera plus grand que Gamma, plus grand que SIPA. En termes de... je voudrais vous parler un petit peu des conditions de travail, comment ça fonctionnait. Alors on partait toujours... quand j'ai commencé, quand je suis rentré à Sigma, le seul moyen de communication, c'était le téléx. Le fax, vous savez peut-être ce que c'est, transformer notre vie. En 83, il n'y avait évidemment pas de téléphone portable. Quand on partait dans la campagne, je suis parti dans les montagnes en Afghanistan, on partait 3 semaines, et il n'y avait plus de nouvelles pendant 3 semaines. Et la même chose, tout le monde a vécu ça, c'était normal. Et quand on revenait, c'était avec nos pellicules. Il fallait reprendre l'avion et les développer. C'était l'aventure. Mais tout ça, c'était un système qui était en même temps très très fragile, parce que tous ces grands reportages, même si les journaux américains nous fournissaient beaucoup d'argent, c'est vrai, c'était une économie assez précaire. Et il y avait la nécessité d'avoir ce qui coûtait le moins cher, c'est-à-dire ce que j'ai appelé tout à l'heure le people, les variétés, les chanteurs, les acteurs et tout ça, qu'on pouvait faire sur place à Paris ou à Cannes ou je ne sais quoi. Et ça coûtait pas beaucoup cher et ça rapportait beaucoup. Par exemple, je veux dire, sur les Américains, je vais parler essentiellement des Américains parce que j'ai beaucoup travaillé avec eux, parce que j'étais sur des territoires où ils étaient intéressés par les histoires que je faisais. Par exemple, je suis parti, il y avait 2 types d'aides de la part des journaux. Soit on donnait ce qu'on appelait un assignment. Assignment, ça consistait, le journal payait absolument tout, les pellicules, l'hôtel, tout ce qui était là, et en plus on était payé. Moi j'étais au Salvador, je suis resté pendant 3 mois, c'était $500 par jour, ce qui était énorme. Je reversais, je ne touchais pas $500 par jour, hein. Il fallait que je redonne à l'agence, bien sûr. Alors ça, c'était des choses qui coûtaient, mais on risquait aussi parfois. Ça, c'était très bien, lorsque les journaux nous donnaient ou des garanties ou des assignments. Mais par exemple, je suis parti une fois presque 6 semaines, pas 6 semaines en reportage, mais j'ai dû attendre pour faire la guérilla tamoule en Sri Lanka. C'est là. Et il y a eu une guerre, et il y a eu une rébellion, et c'était une guérilla qui a été écrasée il n'y a pas très longtemps, enfin pas mal de temps. Bon, tout ça pour dire que j'y suis parti 6 semaines, et que ça n'a intéressé strictement personne. Alors là, c'est zéro. Alors il y a toujours prise de risque, prise déjà sur place, et puis prise de risque après financier, aussi bien pour l'agence que pour moi d'ailleurs. Il y a une autre anecdote aussi, par exemple, en septembre 80, il y a à Beyrouth, il y a eu un attentat, et il est mort Béchir Gemayel, qui était le président. Et le même jour, il y a eu Grace Kelly qui est morte aussi, Grace Kelly de Monaco.
Et les 3/4 de mon agence sont partis à Monaco, parce que, et moi je suis parti à Beyrouth. On va parler de cette photo. Cette photo représente un croiseur, un cuirassé argentin qui s'appelle le Delgrano, qui a été coulé par un sous-marin, anglais. C'était une époque justement là où les Américains étaient très intéressés par cette guerre. C'est la guerre qu'on appelait la guerre des Malouines. On s'est retrouvé très très nombreux photographes, dont moi, et le photographe qui a récupéré cette photo, c'est une récupération, c'est-à-dire récupération, c'est pas le photographe qui a signé la photo. Et cette photo a été pour moi un peu scandaleuse à cause du prix le prix qu'elle a été achetée. Elle a été achetée exactement, je ne peux pas le dire, mais plusieurs centaines de milliers de dollars. Et ce n'est pas une photo. C'est une photo tragique. Presque tous les marins sont morts. Ça, c'est l'effet de guerre. Mais en plus, c'est pas une photo d'information très très forte. Elle est simplement parce que c'est la seule. C'est la seule et unique. Non, c'est juste pour me souvenir essayer de me souvenir de la date. La guerre des Malouines, je crois que c'était 81, je crois. 81. Il va y avoir le grand changement. Ça aussi, c'est la guerre des Malouines. Et ça, c'est une vraie photo. Ça, c'est une très grande photo d'un photographe qui est mort il y a un mois. Et qui était à l'agence Magnum, qui est passé ensuite à l'agence Magnum. Nombreux photographes passaient d'une agence pour terminer à Magnum, qui est l'agence la plus prestigieuse. Ça, c'est en Afrique du Sud. C'est une école de police. Une école de police. Je vous ai parlé tout à l'heure des conditions de travail. Là, c'était les conditions pour pouvoir se parler avec l'agence, avec les familles, comme vous voulez. Mais pour envoyer les photos aussi, quand on restait sur place, c'était un problème. Si on voulait rester sur place, on faisait ce qu'on appelle des pigeons. Et les pigeons, c'est-à-dire, on allait chercher à l'aéroport, où on faisait la queue, des gens qui faisaient la queue pour aller rentrer sur Paris. Et puis voilà, on leur donnait le paquet de photos s'ils voulaient bien, parce qu'il y avait déjà des gens très suspects, maintenant ce serait plus possible. Oui, donc, et puis quand on avait trouvé le pigeon, alors on le décrivait, un petit gros chauve à lunettes, et on allait au Telex, et puis on envoyait à l'agence un petit gros qui s'appelle Monsieur Machin, et puis il y avait un motard qui allait récupérer à l'aéroport, à l'arrivée, à Roissy ou à Orly. Voilà, et en 1991, tout ça va changer. 1991, première guerre du Golfe. Saddam Hussein envahit le Koweït, et là, les Américains interviennent, et c'est la première guerre du Golfe. Et là, d'un point de vue photographique, transmission, c'est un grand changement d'époque. Il va y avoir la première transmission satellite. Alors, ça sera pas directement du numérique, parce que les photos seront prises en analogique et développées sur place, ensuite scannées et ensuite envoyées par satellite. Ce qui n'était pas très pratique parce que les photographes avaient presque 50 kilos de matériel. Mais c'est vraiment la première. Ça a été les premières, et après ça n'a pas arrêté. Et moi je me souviens après de ce même photographe-là qui a envoyé les premières. Moi je me souviens de ce qui s'appelle Derek Hudson, que j'étais rédacteur en chef au Monde 2 à l'époque, et en 99, le même Derek m'envoyait d'une manière beaucoup plus simple, en 99, c'était déjà en pur numérique, il avait un appareil numérique, il m'envoyait via satellite des photos de Kaboul. C'était entièrement numérique en 99, pas terrible au niveau de toujours, il y avait du grain, il y avait voilà, et on peut dire que maintenant le numérique est absolument complètement en place.
Je reviens un petit peu en arrière au sujet des tentatives de numérisation qu'ont pu faire ces trois agences, la Sigma, Gamma, SIPA. Les trois agences, dès le départ, ont essayé de numériser leurs archives. Et au lieu de... Alors, ils voulaient tous avoir leur système, et au lieu de comprendre, d'essayer de se lier et de trouver le même système, c'est-à-dire d'avoir le même type de langage pour retrouver l'archivage, ils se sont fait la guerre pour avoir leur propre langage. Et comme cela coûtait très très cher, eh ils n'ont pas pu suivre. Et surtout que, au même moment, comme le numérique se développait, les agences type AFP, Reuters, UPI, eux avaient déjà leur système de points partout dans le monde. Les photographes étant devenus de mieux en mieux, de très grande qualité, l'existence d'envoyés spéciaux ou d'envoyés spéciaux, comme on pouvait l'être dans ces agences, les 3A, la Sigma, la Gamma, la SIPA, eh bien, deviennent plus tellement importants. Puisque ces agences filaires hein, UP, EPI, Reuters et so, ils ont des correspondants absolument partout dans le monde. Et la qualité de ces photographes sont de plus en plus grande. Et d'autre part, alors, c'est une consommation absolument immédiate. Les journaux ne vont pas attendre d'envoyer un envoyé spécial pour quelque chose, je veux dire, qui va durer 3 jours. Alors qu'auparavant, quelque chose qui devait durer 3 jours, on pouvait partir, nous, alors plus maintenant. Je suis en train de vous décrire la descente aux enfers des agences, hein, des 3A. On avait terminé la relation entre la photographie et le journal, l'hebdo, le quotidien, c'est que la photo était devenue indispensable. Eh bien, vers le milieu, enfin disons que ça a commencé, fin des années 80, peut-être un peu avant, sont arrivés dans les journaux ce qu'on appelle des gestionnaires. C'est pas le patron, ça peut être un patron, mais celui qui s'occupe de la rentabilité dans les journaux, hein, j'entends. Et ces braves gens ont décidé que la photo coûtait cher. Alors, c'est-à-dire que c'est un changement de mentalité dans les journaux. On en était à ce que la photo puisse rapporter quelque chose, à la fois dans sa mise en concurrence et à la fois apporter quelque chose aussi au lecteur. Maintenant, dans les journaux, la photo, ça coûte cher. C'est-à-dire, c'est au lieu de rapporter, ils considèrent que c'est un coût. C'est un changement de mentalité, mais on voit ça exactement pareil dans les pays, je veux dire en France, les économistes voient par exemple que le salaire qui est donné, quel que soit un ouvrier, un employé, on parle de coût. Alors qu'un salaire, c'est pas quelque chose, ce n'est pas un coût. Et là, c'est exactement le même type de mentalité. Et alors, avec l'arrivée, alors maintenant alors ces agences, là, les 3A, de la même manière, vont proposer aux photographes d'être salariés, ce qui n'est plus du tout les 50-50%. Idéologiquement, ça change complètement. Et si on est salarié, on perd sa liberté. Moi, j'ai toujours choisi les reportages que je voulais faire. Et alors, ces trois agences, finalement, vers l'an 2000, vont toutes disparaître, plus ou moins, rachetées par des grands groupes. Sigma, par exemple, va être racheté par Corbis. Corbis, qui est la propriété personnelle de Bill Gates, parce que maintenant, ils ont revendu ça à Getty, E-T-Y. Et c'est vraiment, ça s'est transformé, Gamma a été racheté par Philippe Aki, maintenant a été racheté pour pas beaucoup d'argent par un ancien photographe de Gamma, mais toutes ces agences ne produisent plus, et ne produisent presque plus, ne produisent même pas, ce sont simplement des banques d'images qui distribuent les archives.
Et il y a même quelque chose de tout à fait tragique. Alors non seulement il n'y a plus de production, alors il y a encore de la production des agences filaires, hein, bien sûr, heureusement. Et il y a quelques indépendants fous furieux qui continuent à assurer la gloire de ce métier. Et il y a aussi, je pense, un changement d'attitude de la part du public, qui a une part de responsabilité, qu'il y a une part de responsabilité de la part du public, qui se laisse porter par le flot absolument quotidien, permanent, presque horaire des images. Et que la photographie s'est transformée, même la photographie d'information, s'est transformée en un produit de consommation immédiat, une image poussant l'autre. Parce que si je vous ai dit tout à l'heure que la photographie montre et ne démontre pas, il faut qu'elle soit autre chose qu'un produit de consommation et plutôt un produit de réflexion. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de déshumanisation à l'heure actuelle dans l'information, où les gens ne se rendent pas compte, lorsqu'un commentateur à la télévision, à la radio, qu'il y a eu dans un attentat 150 morts, que les gens ne se rendent pas très bien compte ce que représente 150 morts, ou même 20, ou même un mort. C'est une photo prise, je crois, à Tokyo, de Kurita, au bord de la plage. Ça, c'est le pape, le petit bronze. Campagne électorale, vous voyez, les hommes politiques lèvent toujours les bras. Mais là, il n'y a pas le drapeau américain. Chirac qui met les doigts dans le trou de nez de Gaulle. Ça, c'est une très triste photo prise de mon ami Franck Collot. C'est un père qui tient son enfant. Ça, je crois que c'est le retour d'orphelin. C'est anecdotique, mais c'est mignon. Ça rebelote encore le Vietnam. Toujours des morts. Par exemple, celle-ci, c'est une photo qui a été prise là, à Beyrouth. C'est la prise d'un camp palestinien qui s'appelait la Quarantaine. Et elle a été prise par une amie photographe qui s'appelle Françoise de Mulder et qui est morte. Ça, je l'aime beaucoup, mais c'est sentimental parce que ça fait 50 ans. Il y a une anecdote qui n'est pas très drôle par rapport à cette jeune femme. C'est une fille de grand bourgeois et elle s'est fait déshériter parce qu'elle était sur la photo et qu'elle avait un drapeau rouge et noir. Ça, c'est aussi une photo de Caron. C'est la guerre des 6 jours aussi, à côté d'un char égyptien. Ça, c'est terrible, c'est pendant le Rwanda, le génocide. Ça, c'est Rosny. Alors, et celle que j'aimais, j'aime beaucoup celle-ci, elle a une valeur symbolique absolument, et on voit rien, mais on comprend tout. Ça, bien sûr, c'est l'histoire. Ça, c'est une photo aussi très très forte. C'est d'un photographe iranien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alfred Yagodzabeh, et c'est dans les marais en bas vers Bassora, au sud de l'Irak et au sud de l'Iran. Ça, c'est la police française qui renvoie un immigré. Ça, c'est une très très belle photo qui est presque iconique parce que elle a des couleurs d'un tableau. On croirait que c'est de la peinture. C'est extraordinaire parce que la composition, qui est l'auteur Georges Mérillon. Ça, c'est Pinochet au Chili après le coup d'État en septembre 73. Et celle-ci aussi est une photo extraordinaire. C'est la même chose, c'est pendant le coup d'État au Chili, et les soldats mettaient les gens dans un stade. C'est une des grandes photos du photojournalisme. Ça Tiananmen en 90 ou 89, je me souviens plus. Ça, c'est une photo d'Éric Bouvet, Rosny. La photo d'Abbas, elle est très forte. On a encore une question, oui. Je pense qu'on a un changement d'époque. Il va falloir que les choses se stabilisent un petit peu,
Mais je ne pense pas, il n'y a pas d'époque qui a abandonné la qualité par rapport à la quantité. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est dans une période quantitative, mais ce qui ne veut pas dire que le qualitatif a complètement disparu. C'est très marxiste, hein, ce que je dis. Et je pense jamais il y a eu autant de festivals de photos dans le monde entier. Et les gens s'intéressent à la photo. Et alors, il n'est pas possible qu'au quotidien, il y ait un moment donné où les gens demandent de voir mieux, mieux, quoi, d'une manière plus intelligente qu'on peut le voir à l'heure actuelle, quoi. Ça veut dire quoi? Je veux dire que les gens demandent, tu vois, des choses réflexives, tu vois, des choses qui amènent une réflexion. Quand on voit la photographie japonaise là-haut, par exemple, et en plus, la photographie permet tellement de comprendre le monde et les gens, oui, que c'est une découverte absolument permanente. Si on sert en permanence comme la photographie comme des paquets de lessive ou des brosses à dents, bon, il y a un moment où les gens vont refuser ça, quoi. Je suis très craintif par rapport au photojournalisme. Je suis pas c'est pas mon bonheur, là, ce qui se passe en ce moment. Je pense que ça, c'est un petit peu général, ça dépend. Les gens sont de plus en plus mous, mais je crois à 1m68 au niveau du photojournalisme. Et d'un point de vue général, au niveau de la photographie, j'y vois de très belles choses. Je veux dire, par rapport à ce qu'il peut y avoir ici, par rapport à ce qu'il y a dans le monde entier. Et puis même, je crois que dans le photojournalisme, bon, bah, c'est un peu comme le phénix, hein, ça va. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.